Bonsoir à tous, ça y est, nous y sommes, il est 21 heures, nous sommes dimanche soir pour la deuxième de Divisionnaire qui a donc désormais, vous le voyez, sa propre chaîne YouTube. Ce deuxième numéro qui consacre le premier numéro puisque vous êtes à cette heure près de 100 000 à avoir visionné la première émission, ce qui est absolument énorme. Il y a aussi près de 10 000 abonnés sur cette chaîne qui a été créée il y a à peine plus d'une semaine. C'est donc vraiment des chiffres très importants. Donc vraiment un grand merci à vous. Alors une émission un petit peu particulière ce soir puisqu'elle fait suite à la publication d'un sondage que nous avons commandé auprès de l'Institut IFOP et qui a donc été publié cette semaine. Et nous allons donc y revenir plus longuement avec vous, Maître Divisio, ce soir. Alors tout d'abord, ce sondage, pour les gens qui nous regardent, donc, il s'intitule, ou plutôt l'étude, on l'a intitulé « L'impact dans l'opinion donc publique de ce que l'on appelle la non-vaccination contre le Covid-19 ». C'est un sondage qui a donc été effectué les 4 et 5 janvier dernier auprès d'un panel de 1022 personnes représentatives donc de la population française. Alors, l'idée qui a présidé à la décision de commander cette enquête était de mesurer à quel point la politique du vaccinal du gouvernement pouvait aboutir ou non, comme vous le dites depuis longtemps, Maître Divisio, à monter les Français les uns contre les autres. Autrement dit, l'objectif était d'évaluer et de se rendre compte dans quelle mesure la politique du tout vaccin, qui se traduit donc depuis plus de 6 mois maintenant par la mise en œuvre du pass sanitaire, bientôt transformé en pass vaccinal, dans quelle mesure cette politique divise ou non la population française, au point qu'une partie de cette population pourrait en arriver à se sentir en danger, donc du fait du choix de l'autre partie de ne pas se faire vacciner contre le Covid-19. Alors nous avons donc fait poser par l'IFOP aux personnes interrogées 2 questions. Par souci de transparence, je vais d'abord les citer. La première était, je vous la cite, donc toute simple. Vous, personnellement, vous considérez-vous comme en danger lorsque vous êtes au contact de personnes non vaccinées contre le Covid-19 ? C'était donc la première question. En clair, vous sentez-vous en danger avec un non-vacciné, au contact d'un non-vacciné? Et la seconde était, je cite, « Trouveriez-vous justifié qu'une personne non vaccinée hospitalisée pour une forme grave du Covid-19 en soins intensifs ou en réanimation soit amenée à régler totalement ou partiellement son séjour à l'hôpital ?» Alors pour le dire simplement, faut-il arrêter de rembourser les soins des personnes non vaccinées hospitalisées à cause donc de la Covid? Alors globalement, avant de rentrer dans le détail des catégories, les résultats sont assez clairs. On va voir donc ce qu'on appelle, on a fait un camembert qui représente les résultats de la première question, donc qui était, je le rappelle, donc vous personnellement, vous considérez-vous comme en danger lorsque vous êtes au contact de personnes non vaccinées contre le Covid-19? Et là, donc on le voit, l'opinion publique est littéralement coupée en deux, puisqu'en tenant compte de la marge d'erreur, on peut considérer qu'environ la moitié des gens s'estiment en danger, très précisément 52%, s'estiment en danger lorsqu'ils sont au contact d'un non-vacciné contre le Covid, et 48 donc ne s'estiment pas en danger. Les résultats, on le verra, sont sensiblement donc les mêmes pour les 2 questions, mais on va en parler un peu plus en détail tout à l'heure pour la deuxième. Alors première question, Fabrice Divisio, vous dénoncez depuis longtemps cette politique qui aboutit à une telle division. Première question, elle est donc toute simple, avant de se demander donc si cela est rationnel ou non. Est-ce que cela vous surprend de voir que près de la moitié des gens se sentent en danger en présence d'une personne non vaccinée? Je ne sais pas si ça me surprend. Ça m'inquiète et ça me fait mal. C'est d'abord ça. Je ne suis pas sûr de bien comprendre comment on en est arrivé là aussi vite. Enfin, quand même, si, un peu. Si vous voulez, le problème de fond, c'est que la quantité d'informations qui a été délivrée depuis 1 an, parce qu'en fait, il y a eu 2 phases dans l'épidémie. Il y a eu la phase pré-vaccinale et puis la phase post-vaccinale. Si nous avions interrogé les gens avant l'ouverture de la campagne de vaccination, avec les questions autour « vous sentez-vous en danger ?» des gens qui vous sentez-vous en danger à côté d'une personne qui ne porte pas de masque? Je pense que les réponses auraient pu être globalement les mêmes.
C'est-à-dire que dans cette épidémie, ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu finalement une partie des Français qui a été... les Français ont été infantilisés, et nous avons eu effectivement une partie d'entre eux qui a été montrée du doigt. Vous avez eu les types qui ne mettaient pas les masques, les anti-confinements. Voilà. À chaque fois, il y a une partie des Français que l'on accusait d'être responsables de la maladie de l'autre, en quelque sorte. Si je ne mets pas de masque, je ne vous protège pas, et donc vous pouvez aller en réanimation à cause de moi. Si je ne me confine pas, vous pouvez aller en réanimation à cause de moi. Sauf que ça, c'est facile de dire ça comme ça. Mais la réalité, c'est quoi à la fin? La réalité, c'est qu'un an plus tard, nous avons été confinés. 1 an plus tard, nous avons eu le couvre-feu. 2 ans plus tard, nous avons eu les masques. Et que nous en sommes aujourd'hui à près de 3 millions de cas par semaine, quand même. Donc c'est qu'on voit bien que finalement, il n'y a pas de rationalité là-dedans. Qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que finalement les Français qui ne se masquaient pas ou peu importe étaient responsables de l'épidémie, de la reprise de l'épidémie. Il y a une dynamique propre du virus qui s'installe et qui est la sienne propre. Et pour la vaccination, c'est le même problème. Ça fait 1 an qu'on nous dit la vaccination est la solution. La vaccination va nous tirer de là. Israël revit grâce à la vaccination. La baguette magique. Toutes ces formules contre lesquelles je me suis élevé avec force en disant que la prudence était une vertu et qu'il n'était pas insultant ni attentatoire à une efficacité vaccinale potentielle que de dire que nous ne savions pas tout. Maintenant, nous commençons à le dire que nous ne savons pas tout. Mais pendant des mois, on nous a dit qu'on savait tout. C'est ça le drame. Or, la vérité, c'est pas qu'on savait tout, c'est qu'on a présenté les choses comme sachant tout, si vous voulez. Mais à votre avis, Maître Divisio, moi ce que j'aimerais savoir, comment selon vous les gens entendent cette notion de danger désormais? Est-ce que c'est la possibilité de contracter une forme grave ou est-ce que c'est désormais simplement le fait d'être possiblement testé positif? C'est les deux, puisqu'aujourd'hui nous avons une association dans l'inconscient collectif de Covid égale forme grave. Même si c'est minoritaire les formes graves, il n'en demeure pas moins que les gens vivent avec la crainte de la forme grave. Et puis on vous passe toute la journée, quand même, il faut quand même voir ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez à chaque fois une guerre de chiffres, probablement comme jamais égalée. On vous dit 90% des patients en soins critiques sont non vaccinés, 80%. 60%. La DRES fait une étude, puis une contre-étude, puis une re-étude. Et puis la SFAR, qui est la décélération, fait une étude flash. Et puis il y a le chef de service à la télé. Et puis toute la journée, on vous explique que la personne non vaccinée, eh bien, non seulement est sujette à des formes graves majoritaires, la personne non vaccinée est sujette à des formes majoritaires, mais qu'au fond, elle est responsable de la saturation du système. Du coup, forcément que dans l'inconscient, j'ai pas envie d'aller en réanimation et la personne non vaccinée ne me protège pas, ici précisé par ailleurs que depuis 1 an, si vous écoutez un peu les discours politiques, vous entendez le fait que c'est précisément un égoïsme de ne pas se faire vacciner, peu importe la réalité scientifique derrière. Et là où c'est pas rationnel, ce truc, c'est que ce serait intéressant de lancer un 2e sondage en disant, mais est-ce que vous vous sentez en danger au contact d'une personne non vaccinée contre la grippe? On va vous répondre non. Pourquoi? Parce que dans l'inconscient collectif, la grippe est nettement moins grave que le Covid, ce qui n'est pas notoirement faux. Mais il n'en demeure pas moins que pour certaines catégories de population, comme les enfants par exemple, la grippe peut être vite plus dangereuse que le Covid. Donc logiquement, des parents devraient dire, si le gamin d'à côté n'est pas vacciné contre la grippe, dont on sait qu'elle empêche la transmission, elle, pour le coup, eh bien en partie en tout cas, bon voilà, les soignants, pourquoi est-ce que j'exige pas, il n'y a pas d'obligation vaccinale des soignants contre la grippe, par exemple. C'est-à-dire c'est quand même quelque chose d'assez surprenant, si vous voulez.
Donc on voit bien qu'on a une hystérisation du débat, et il y a quelque chose qui est dramatique dans que traduit pour moi cette étude, cette première étude sur la mise en danger, c'est que le vaccin qui était censé être une solution, on en a fait un problème. C'est-à-dire que pour faire simple, on a réussi cet exploit avec la complicité d'un certain nombre de médecins qui ne se rendent pas compte qu'ils sont tombés dans le panneau d'une politique politicienne, de finalement faire du vaccin un outil politique. Et les déclarations d'Emmanuel Macron, sur lesquelles on reviendra, qui jettent de l'huile sur le feu, ne sont que de la politique. Et donc ceux qui y adhèrent, les médecins qui viennent effectivement à longueur de journée prendre le micro qu'on leur tend au nom d'une certaine idée d'un devoir d'alerte, ne se rendent pas compte que ce faisant, ils font le jeu politique du gouvernement et sont finalement otages de cette politique ou victimes. Ça dépend de victimes consentantes. Parce que, concrètement, finalement, aujourd'hui, on a réussi cet exploit de retrouver la France de Dreyfus avec une France qui est persuadée que la vaccination va les sauver, et donc que la vaccination est le Graal, et l'autre qui est persuadée que la vaccination est la peste, et que finalement elle va les tuer. La France est fracturée, selon vous. La France est fracturée. Parce que nous n'avons plus cette culture de la médiété de saint Thomas d'Aquin, qui véritablement vous fait dire que, en gros, le vaccin peut être une solution dans un certain nombre de cas, sous un certain nombre de conditions, et que si ces éléments sont respectés, alors incontestablement, le vaccin peut être une solution. Si ces conditions ne sont pas respectées, si effectivement les éléments ne sont pas réunis, alors le vaccin n'est pas une solution. Et donc toute la question, c'est de savoir, est-ce que, en l'occurrence aujourd'hui, la politique vaccinale française est conforme à ce qu'elle devrait être? Alors si j'osais, je vous poserais la question, est-ce que finalement c'est le gouvernement qui est irrationnel ou simplement les gens? Tocqueville. J'ai quelque chose pour vous. C'est Tocqueville. Un propos de Tocqueville dans La démocratie en Amérique, tout ce propos sur la tyrannie de la majorité. C'est assez intéressant ce que dit Tocqueville. Tocqueville dit, finalement, eh bien, l'idée générale, c'est de se dire, un roi n'a qu'une puissance matérielle qui agit sur les actions et ne saurait atteindre les volontés, mais la majorité est revêtue d'une force tout à la fois matérielle et morale qui agit sur la volonté autant que sur les actions et qui empêche en même temps le fait et le désir de faire. En Amérique, la majorité trace un cercle formidable autour de la pensée. Donc pour vous répondre à votre question, c'est les deux, mon général. Vous avez une majorité présidentielle qui est venue réussir à s'exploiter, un effort de communication pour venir imposer une majorité dans l'opinion. Et c'est cette majorité qui aujourd'hui commande ce que la minorité doit penser et comment elle doit le penser. Et ajouter à ça la censure que vous subissez chaque fois que vous interrogez la vaccination et ses bienfaits, chaque fois que vous vous permettez de citer telle étude ou telle étude qui irait dans un sens contraire à celui des autorités nationales, eh bien, et vous avez ainsi une opinion dominante qui s'est forgée sur une base émotionnelle et plus du tout sur une base rationnelle, et la minorité qui essaye d'alerter et qui essaye de venir ouvrir un débat démocratique, elle est renvoyée à un procès en sorcellerie. On lui dit « tu n'es pas scientifique, ce que tu dis n'est pas scientifique, ce que tu dis est dangereux », parce que c'est exactement ce qu'on entend dans la bouche de ceux qui nous gouvernent. Ici préciser que la majorité a juste oublié un adage vieux comme le monde, le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Et je crains, hélas, que nous ayons 50 et quelques % de Français qui ne soient que des idiots, qui regardent le doigt d'un gouvernement qui voudrait surtout pas qu'on montre la lune, parce que si on commence à montrer la lune, eh ben on va la voir de plus en plus loin, dans la mesure où la lune, c'est le nombre de lits de réanimation qui ont été fermés. Alors on va y venir justement à la situation en réanimation. Juste pour terminer sur cette première question, en lisant avec attention donc, les enseignements de ce sondage, on constate, maître, que la proportion des personnes qui se sentent en danger en présence d'un non-vacciné ou favorable
au déremboursement, on va le voir après, est nettement plus forte chez les plus âgés que chez les plus jeunes. Elle est aux alentours de 40 à 45% jusqu'à 50 ans et elle augmente sensiblement jusqu'à plus de 65% pour les plus de 65 ans. On voit de la même manière que 2 tiers des retraités se sentent en danger contre moins de 50% des actifs. D'abord, est-ce qu'on peut... Oui. Mais il y a quand même un paramètre qui est très intéressant. C'est logique finalement que les... Ben non, c'est pas logique. Pourquoi pas? Parce qu'ils sont majoritairement vaccinés. Mais ils sont probablement ceux qui sont les plus exposés aux formes graves. Ils sont majoritairement vaccinés. Ils sont majoritairement vaccinés. Or, le vaccin protège des formes graves, nous dit-on. C'est vrai qu'on a vu qu'un député, José Évrard, est décédé il y a 2 jours. Absolument. On a appris qu'il était ce qui ne veut pas dire, vacciné. Ce qui ne saurait vouloir dire. La question n'est pas celle de l'efficacité du vaccin. Et la question est celle de la croyance. De la perception. De la perception. Ce qui nous interroge sur un autre sondage, c'est que 33% des personnes vaccinées déclarent l'avoir été sous la contrainte. C'est-à-dire que, globalement, et c'est là où nous avons un échec majeur, c'est qu'aujourd'hui, la question qui mériterait d'être posée en termes de sondage, et peut-être pourrions-nous envisager au demeurant de le faire, ce sondage, ici, c'est: vous sentez-vous protégé par le vaccin? C'est une très bonne question. Ce serait très intéressant de voir. On pourrait penser qu'elle a évolué depuis une semaine, la réponse à cette question. C'est une question intéressante. Je ne sais pas. C'est une question intéressante. Vous sentez-vous protégé des formes graves par le vaccin? Parce que si la réponse est non, alors votre sondage, il se comprend parfaitement. Mais ça poserait un autre problème alors. C'est que du coup, pourquoi est-ce que je me suis vacciné? Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je n'ai pas confiance dans cette vaccination dont depuis 1 an, on me dit qu'elle va me rendre ma liberté et qu'elle est même effectivement celle qui, statistiquement, me protégerait des formes graves. Donc je n'ai rien à craindre finalement. Et deuxième considération, si d'aventure la réponse est oui, je me sens protégé, alors le sondage est incompréhensible. Alors justement, écoutez, on va rebondir justement sur ce dont vous venez de parler, puisque le deuxième enseignement de ce sondage, qui est donc la deuxième question principale de ce sondage, on va donc la voir apparaître dans un instant. Ça fait penser à un truc, ce que vous dites là, toute cette histoire-là. Avez-vous vu les images sur LCI du sénateur Ravier? Vous avez vu qui était distancé de avec cette question Ruth Elkrief. Ruth Elkrief qui lui dit: vous n'êtes pas vacciné. Pourquoi vous n'êtes pas vacciné? Mais il est sans doute négatif, puisqu'il est sur le plateau avec un test PCR. Mon propos, il n'est pas là. Mais si vous êtes vacciné, pourquoi être distancié? Pourquoi être distancié? Et distancié de qui? C'est pas ça la question. Pas distancié. C'est distancié de qui? Pourquoi ces journalistes avaient-ils peur du sénateur Ravier qui n'était pas vacciné? On aurait pu comprendre l'inverse. Et c'est là où il y a un grand paradoxe. C'est qu'il faudrait se poser la question dans l'autre sens. Est-ce que vous sentez-vous en danger au contact d'une personne vaccinée? Puisque finalement, il y a ce renversement de paradigme qui fait qu'aujourd'hui, ces journalistes sur le plateau tenaient à 2 km un sénateur de la République, à qui probablement, comme vous le dites, avait un test négatif où il était aisé de l'exiger. Et qui, de surcroît, pardon de vous interrompre, comme les députés, n'est pas obligatoire. Qui n'est pas obligatoire à l'Assemblée. Voilà. C'est quand même assez intéressant, cette histoire. Et donc, on le met à distance. Mais à distance de qui? De ceux qui sont protégés. Et voilà que nous arrivons à un paradoxe sociétal jamais égalé jusqu'ici, c'est que d'une certaine façon, ceux qui sont le plus protégés réclament d'être protégés encore plus. Ceux qui sont effectivement, qui ont les attentions de la République et qui sont les responsables, et ceux qui ont une médaille, et qui sont donc la majorité, se sentent discriminés par une minorité dont il faudrait se protéger. Vous avez vu ce renversement de paradigme qui fait que, à mon sens, les Français sont perdus, totalement perdus, et ça témoigne d'une chose, ce sondage, c'est l'échec cuisant, flagrant, patent de la politique du gouvernement, lequel devrait démissionner sur le champ. Ça fait 1 an que ce gouvernement vous vante une politique vaccinale de protection dont, aujourd'hui, une partie substantielle des Français n'est pas convaincue,
quoique pourtant majoritairement vaccinés, et vient effectivement percevoir l'autre comme un danger. Moi, le danger que je perçois, et je termine là-dessus, c'est le conformisme de la pensée. C'est que nous ne sommes plus sur un problème sanitaire, mais nous sommes sur un problème sociétal, de philosophie politique, qui est le problème du conformisme de la pensée. Qu'aujourd'hui, je me sens en danger parce que l'autre est différent. Donc, on rappelle, réponse à cette première question. Donc, vous, personnellement, vous considérez-vous comme en danger lorsque vous êtes au contact de personnes non vaccinées contre le Covid-19 ? Donc, 52% répondent oui, ce qui veut donc dire que la France est fracturée. Vous l'avez bien rappelé. Et puis, il y a eu cette deuxième question qu'on va voir donc à présent, qui est peut-être même encore, si ce n'est plus surprenante en termes de résultats que la première question. La deuxième question était, donc, je cite, « Trouveriez-vous justifié ?» On va voir le camembert de cette deuxième question que nous avons fait poser par l'IFOP. « Trouveriez-vous justifié qu'une personne non vaccinée, hospitalisée pour une forme grave du Covid-19 en soins intensifs ou réanimation, soit amenée à régler totalement ou partiellement son séjour à l'hôpital ?» Alors, vraiment, là, c'est un résultat qui est, là encore, étonnamment proche en termes de résultat de la première question. Sauf que là, on peut quand même, en effet, y trouver beaucoup à redire. Donc, première réaction, quand vous avez constaté qu'il y avait une majorité qui était pour le non-remboursement potentiellement de ces gens. Voilà, je suppose que ça a dû vous surprendre. Pas tant que ça, encore une fois. Ça m'a désolé, parce que ça prouve une chose, c'est qu'au fond, les Français n'ont pas compris une réalité. C'est qu'au fond, je le redis, l'idiot regarde le doigt, le sage montre la lune. Mes amis, arrêtez d'être Est-ce que idiots. ce n'est pas plus profondément un symptôme de l'individualisme qui se développe de manière croissante dans nos sociétés, au mépris parfois des solidarités ? Non, c'est le symptôme d'une propagande qui a marché. Faut pas chercher. C'est la faute à Macron. Mais c'est pas la faute à Macron, c'est la faute effectivement à Pfizer, c'est la faute à McKinsey, c'est la faute aux communicants, c'est la faute à ces gens, à ces médecins qui ont tant un micro et qui tout à coup ont une espèce de starification et qui viennent vous dire c'est terrible, chez moi, il y a des personnes vaccinées qui sont effectivement en réanimation, j'en peux plus, c'est terrible. On fait de l'émotionnel toute la journée. À côté de ça, vous avez des tribunes, vous n'avez pas vu, l'opinion est mûre. On l'emmène là où on veut qu'on l'emmène. Vous avez des tribunes toute la semaine qui sont parues. Grimaldi qui est poursuivi d'ailleurs ordinalement. Je suis contre lui devant le Conseil de l'ordre dans quelques semaines parce que des citoyens, sans mon initiative pour le coup, ont décidé de déposer une plainte contre lui en disant mais ça suffit maintenant. Je veux dire, cette tribune qu'il avait signée en interrogeant le point de savoir s'il ne fallait peut-être pas faire payer les lits de réanimation aux Français non vaccinés. Mais est-ce que le professeur Grimaldi dit la même chose de la grippe? Je repose ma question. C'est amusant parce que pendant que je vous parle, pardon de vous interrompre, mais c'est une réaction là, que je reçois en live d'une personne qui m'écrit donc les alcoolotes vont payer leur traitement pour leur cirrhose, les fumeurs leur cancer du poumon, les bronzés le retrait de leur carnicome, les skieurs leur accident de ski, les paresseux leur indemnité chômage. J'oubliais aussi le terroriste criminel voleur qui devra à l'avenir payer son avocat plutôt que bénéficier de l'aide juridictionnelle. C'est le même problème. Vous êtes d'accord avec ça? Attendez, 140 000 morts. Qu'est-ce que c'est que ce chiffre par an? Ce n'est pas les chiffres des morts du Covid, c'est les chiffres des morts des maladies en général cardiovasculaires. Ce n'est pas ce chiffre, il ne sort pas de moi, il sort de la Fédération française de cardiologie dans un communiqué de presse qu'ils avaient fait il y a quelques années. Et ils avaient dit, pourquoi ils avaient alerté sur ce chiffre, 300 morts par jour, je crois qu'ils avaient dit, évitable si on avait un comportement plus sain, une alimentation plus saine, on a arrêté le tabagisme, on a arrêté l'alcool, tout ce que vous voulez, finalement, tout ce qu'on sait. Est-ce que demain, il s'agira de dire aux Français qui ont des maladies cardiovasculaires, de regarder leur dossier médical et de dire, attendez, vous avez fumé combien de paquets, vous? Ça, c'est 20% de moins pour la réanimation. Et quoi? Vous avez effectivement, que vois-je là? Dans votre dossier personnel, vous avez effectivement une alimentation complètement désordonnée, mais enfin, monsieur, 10 fois par jour à la télé. Avez-vous la télé, monsieur? Oui, vous avez la télé? Regardez-vous la télé? Oui, vous regardez la télé. Donc, il n'a pu vous échapper à la télé que les publicités vantaient le manger sain. Il n'aura pu vous échapper, monsieur, que les industries du tabac maintenant sont tenues de mettre sur les paquets que fumez-tu. Donc vous vous êtes engagé, monsieur, en connaissance de cause. Tandis qu'effectivement, votre médecin, monsieur, ne vous aura-t-il pas dit
que le tabac était nocif pour la santé. Il vous l'aura dit, monsieur. Donc, vous avez accepté un risque et vous voudriez que la solidarité nationale vienne assumer ce risque. C'est pas possible, monsieur. Et vous qui êtes avocat, justement, pardon de vous demander ça de manière plus terre à terre, d'abord, est-ce qu'une telle disposition, à savoir donc si un jour elle arrivait à être réalité, le déremboursement des soins hospitaliers pour les non-vaccinés, est-ce qu'elle serait constitutionnelle? Ça dépend quelle est votre question. Est-ce qu'elle serait J'ai constitutionnelle? vu Laurent Fabius, je crois, cette semaine, qui commençait à s'inquiéter aussi. Non, Laurent Fabius ne s'excitait pas pour ça. Est-ce que c'est constitutionnel ou est-ce que c'est jugé constitutionnel? C'est pas la même chose. Le droit, on s'en fout. Il faut que vous compreniez que dans le monde d'après, le droit, on s'en fout. Le droit, il n'est que celui qu'appliquent les juges. Laurent Fabius, vous avez raison de le citer, s'inquiète des atteintes à l'état de droit. Quand moi j'ai vu ça, j'étais sur ma chaise en me disant « Télé, on allume la télé là, on y va là. Il va nous le dire là, mon recours il est prêt là, on fonce là, on y va. Il va venir nous dire qu'effectivement ces atteintes liberticides qu'on comprend depuis 6 mois, là on y est, on Il fonce. semble inquiet quoi. Mais pas du tout. Bah, c'était suite aux déclarations du président, je suppose. Non mais pas du tout. Non. Mais pas du tout. Il a juste expliqué que quand même, venir critiquer la Pologne qui ne respecte pas les règles de l'état de droit, machin, du Bruxelles, et qu'on critique Bruxelles qui vient taper sur la tête de la Pologne, quand même. Et puis en plus, figurez-vous qu'Éric Ciotti, entre autres, et Éric Zemmour, entre autres, se sont permis de venir critiquer le Conseil constitutionnel qui l'accusait de ne plus faire respecter la Constitution et les droits fondamentaux. Et M. Fabius, il s'en est ému et a même dit que critiquer les décisions du Conseil constitutionnel était une atteinte, peut-être irréversible, à l'état de droit, ce qui supposerait donc que demain on ne soit même plus autorisé à critiquer les décisions du Conseil constitutionnel. Mais qu'est-ce que ça signifie? Donc votre question, c'est est-ce qu'avec un type comme ça à la tête du Conseil constitutionnel, on peut espérer quoi que ce soit? Non. 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 Vous avez affaire, soyons clairs, à une bande de vendus qui concrètement, soyons parfaitement clairs, Laurent Fabius en tant que président du Conseil constitutionnel, eh bien, est une honte sans nom. Le Conseil constitutionnel, depuis 6 mois, se désavoue jour après jour et vient suivre la politique du gouvernement dans une espèce de conformisme de la pensée et avec quelques appointances politiques bien nommées, si l'on considère que la renvoi d'ascenseur est fructueux, puisque le fils de M. Fabius est par ailleurs président de McKinsey France en charge de la stratégie vaccinale. Tandis que le Conseil d'État, nous aurions pu imaginer quelques sursauts démocratiques du Conseil d'État. Mais vous avez vu que cette semaine est intervenue une magnifique nouvelle. Les amis ont toujours raison d'être amis avec Emmanuel Macron, puisque un de ses grands amis, n'est autre que M. Tabuteau, a été nommé à la tête du Conseil d'État. Et on salue cette nomination d'un quelqu'un qui connaît le droit de la santé, qui le connaît tellement bien qu'il a été président de la NSM, Agence du médicament, au moment de l'affaire du Mediator. Affaire du Mediator dans laquelle la NSM a été mise en cause pénalement quand même. Et il est accusé ni plus ni moins d'avoir planqué les éléments d'un scandale sanitaire. Et en récompense, un dossier que vous connaissez bien. Absolument. Et en récompense, on le nomme à la tête du Conseil d'État. Magnifique. Bah en même temps, on a bien décoré Agnès Buzyn. Oui, en même temps, oui. C'est une république bananière. Nous sommes enfoncés dans une république bananière. Et si vous me posez la question de savoir est-ce qu'il faut attendre quelque chose d'une république bananière, je vous réponds rien d'autre que des bananes. Alors, revenons un instant sur ce sondage et donc sur cette question et les résultats, donc l'enseignement de cette deuxième question. Maître Divisio, on voit sur ce sujet, alors on invite d'ailleurs les gens qui voudraient, on ne peut pas mettre à l'écran tous les résultats, les datas, les statistiques qu'on a eues de ce sondage. Ce sondage, on pourra le retrouver en ligne, on va le mettre en ligne demain, demain matin. Sur le site www.je-ne-suis-pas-un-danger.com, qui est donc l'association que nous avons créée, qui d'ailleurs porte bien son nom, tiens, pour le coup. Je ne suis pas un danger. Cette association, j'avais intuité un peu ces chiffres. Qui est un petit peu désavoué, pardon, de me faire l'avocat du diable, mais par la première question en tout cas, parce qu'il y en a 52% qui considèrent qu'ils sont des dangers. Mais moi, je représente les 48%. C'est-à-dire que moi, mon job, il est dans les mois qui viennent, entre autres, d'abord d'organiser la communauté des 48%, ça va être fait, mais deux, de venir faire un travail de pédagogie et de communication et d'analyse pour montrer aux 52% qu'ils se trompent.
Donc, on rappelle le nom de domaine. www, je ne suis pas un danger.com. Donc, demain matin, on pourra avoir donc, sur le site l'intégralité donc, du sondage pour ceux qui souhaitent l'avoir. Et donc, parmi les enseignements de ce sondage, notamment, on voit sur le sujet notamment de la deuxième question, des remboursements possibles, qui n'est à l'heure actuelle pas du tout une réalité, qu'il y aurait une forte convergence, qu'il y a sur la réponse en tout cas donnée à cette question, une forte convergence entre les gens qui semblent avoir voté Benoît Hamon, Mélenchon en 2017 et ceux qui ont voté Marine Le Pen. En effet, ils ne sont que 35, attendez, laissez-moi finir, que 35 à 50% à accepter l'idée des remboursements, quand c'est plus de 65 à 70% pour les électeurs de Fillon et de Macron. Est-ce que c'est, selon vous, le signe de la formation peut-être d'un nouveau clivage politique ou de passerelle qui existerait entre la droite qu'on nomme un peu radicale et une certaine forme de gauche humaniste et solidariste, pour reprendre une formule d'un député de la fin du 19e siècle et bourgeois? Il y a toujours deux catégories de population, ceux qui pensent et ceux qui subissent. C'est-à-dire qu'en fait, les électeurs de Fillon sont qui? Sont les bourgeois, finalement, de droite, pour faire simple. Les électeurs du Rassemblement national, c'est ceux qui considèrent que l'autre est un danger, quoi qu'il en soit. Donc, voilà. Et forcément, les électeurs de la France Insoumise et de la gauche. Alors, ils sont étonnants parce que la France Insoumise, alors là encore, on invite les gens à consulter le site que vous avez cité tout à l'heure, ils sont 25% parmi les électeurs de la France Insoumise, donc à plutôt être entre guillemets pour le déremboursement, donc ce qui est logique, entre guillemets, ça veut dire que donc, enfin, on pouvait par rapport aux déclarations de Jean-Luc Mélenchon, on va dire que ses supporters le suivent plutôt. Alors que non, c'est pas tellement ça, c'est pas tellement que. Alors du côté de Marine Le Pen, là, c'est plus surprenant parce que Marine Le Pen a été très active. Attendez, elle a été très active, maître, cette semaine. Non, à l'Assemblée, en tout cas. Non, me dis pas ça. Non, Marine Le Pen, cette semaine. Ah bah non, je suis pas d'accord. Non, mais si vous voulez. Sur l'atteinte aux libertés. C'est pas parce qu'on est à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen, c'est le syndrome de la casserole. Marine Le Pen, elle fait du bruit, rien d'autre. Bah en tout cas, elle a fait du bruit à l'Assemblée nationale cette semaine. Non mais Marine Le Pen, c'est le syndrome de la casserole. Excusez-moi, vous me dites que Marine Le Pen, effectivement, je suis désolé, Marine Le Pen, c'est la casserole de l'Assemblée. Quand elle prend la parole, on entend bang, 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 bang. Bah, mais quand on se dit tiens, j'entends du bruit, on tend l'oreille pour écouter ce qu'elle dit. Il n'y a aucun fond en ce qui raconte Marine Le Pen. Elle se perd dans les chiffres, elle ne comprend rien, elle ne sait rien. Non, mais là, pardon. Non, mais. Ouais. Donc, les électeurs du Rassemblement national. Ils sont 53%. Parce qu'ils s'en tapent. Ils ont rien. Mais parce qu'ils n'ont pas de leader. C'est tout. Ils n'ont pas de leader. Marine Le Pen n'est absolument pas leader. Marine Le Pen, depuis le début de cette affaire, est en vacances forcées ou en confinement, on ne sait pas trop. D'ailleurs, effectivement, on en reparlera, il y avait une manif Union Sacrée, apparemment elle n'est pas tellement union et pas tellement sacrée, ou alors sacrément, mais bref, on passe les détails, mais le fait est que, si vous voulez, les électeurs de Mélenchon, pardon, mais je veux dire, alors d'abord, je salue au passage, voilà, comme ça, c'est fait, je salue, vous me parlez de quelqu'un à l'Assemblée. Pour le coup, si j'avais une femme à saluer à l'Assemblée, c'est certainement pas Marine Le Pen. Ce serait qui? Mais ce serait Mathilde Panot. Mathilde Panot. Exceptionnel Mathilde Panot. Exceptionnel. Je sais que vous allez me dire Martine Vonner. Mais non, Martine Vonner, non. Bon, mais Mathilde Panot qui a écrit une lettre d'ailleurs. Non, mais si vous voulez, Mathilde Panot, elle a tout compris. La porte-parole donc de la France. Elle a tout compris. Elle a compris effectivement la logique dans laquelle je m'inscris par ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, on se rejoint sur le fait que, concrètement, nous avons un problème structurel en France, d'une part, et d'autre part que ces mesures, c'est bien gentil, mais on jette de l'huile sur le feu dans un but, qui est juste d'en arriver là, c'est-à-dire de venir, ni plus ni moins, libéraliser encore plus le service public hospitalier en continuant la fermeture de lits, en continuant une politique mortifère en termes de recrutement, en termes de budget, le tout pour pouvoir payer ses copains que sont McKinsey et les autres. Parce que si on avait investi la moitié du budget de McKinsey dans l'hôpital public, si on avait investi les millions que coûte le pass sanitaire à l'hôpital dans les lits et les soignants, je vous garantis qu'on n'en serait pas là. Mais ça, il ne faut surtout pas trop le dire. Et d'ailleurs, celle qui le dit, je le redis avec insistance, c'est Mathilde Panot, sans effectivement, et je n'ai entendu personne d'autre le dire pour l'instant à l'Assemblée. Premier élément. Deuxième élément, il est logique que les électeurs de la France insoumise, finalement, désavouent ce principe même de libéralisation qui ferait qu'on paye nos soins. Mais par définition, ils sont issus des catégories populaires.
Par définition. Ce sont des gens qui si jamais demain, eh bien, on dérembourse les soins. Et le coût d'une journée en réa, c'est phénoménal. C'est phénoménal, mais si vous voulez, ils sont déjà les premières victimes, ces électeurs, pardonnez-moi, mais ce sont déjà les premières victimes de ces déremboursements successifs. Je me bats depuis des années, effectivement, dans ma profession, pour venir arrêter. Il y a beaucoup d'électeurs modestes du côté du RN aussi, hein, sans doute. Non, mais il y a beaucoup d'électeurs modestes du côté du RN, mais, si vous voulez, historiquement, ne sont pas du tout sur une politique comment je vais dire, de nationalisation, appelons ça comme ça au sens large. La notion de service public, elle est, je suis désolé, mais historiquement ancrée dans la gauche. C'est la gauche communiste. On peut faire tous les procès qu'on veut à qui on veut, hein. Mais nous avons effectivement une gauche traditionnellement favorable au service public. C'est les grandes lois de nationalisation de 82, là où la droite a privatisé. Ça ne veut pas dire que c'était mal, ça ne veut pas dire que tout ça est plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais traditionnellement, l'électeur du Rassemblement national, il est quand même naturellement moins sensibilisé à la question du service public. Alors, pour terminer sur ce sondage, en tout cas, en conclusion, il montre que les personnes qui se sentent le plus en danger et pour le déremboursement sont celles qui se disent proches politiquement de la majorité présidentielle, ça ne nous surprendra pas, c'est-à-dire, en gros, d'Emmanuel Macron. C'est 70% des personnes qui sont proches du président. Non, c'est mais un peu ça là, les types qui vous disent ça et qui sont proches de la majorité, c'est juste effectivement des kékés. C'est le principe du kéké. Vous avez la casserole et le kéké. La casserole, mais c'est vrai, la casserole c'est Marine Le Pen, le kéké c'est les électeurs de Macron. C'est les électeurs de Macron, ils font les fiers à bras, ils disent ouais, t'es non vacciné, complotiste, t'es non vacciné, paye ton truc. Sauf que si demain, lui, il n'a pas fait sa 3e dose à temps, hein? S'il n'a pas fait sa 3e dose à temps, c'est le syndrome Martin Blachier au passage, mais bon, je vous expliquerai un jour pourquoi. Mais bien, s'il n'a pas fait sa 3e... il a un peu changé d'avis, lui, pour le coup. Laissez tomber Martin Blachier, c'est trop compliqué de le suivre. Cherchez pas à suivre Martin Blachier, personne n'y arrive. Je pense que même lui n'arrive pas à suivre Martin. Martin, il a un doublement de personnalité, un quadruplement de personnalité, un quintuplement de personnalité. Ça va avec le nombre de doses. Non, c'est avec le nombre de jours. En fait, je pense que Martin a une personnalité par jour. En gros, Emmanuel Macron, il a réussi son coup parce que finalement, il fait ce que demandent ses électeurs. Non. Bon, alors là, on va y revenir. Mais non. Je veux dire, la politique que demande... Non, je termine là-dessus. L'électeur macroniste, le kéké, il se dit, ouais, les non-vaccinés. Mais quand on va lui dire que le non-vacciné, c'est lui, non. Ah, si. Pourquoi si? Parce que tu n'as pas fait ta 5e dose. Tu n'as pas fait ta 6e dose. Tu n'as pas fait ta 8e dose. Hein? La 4e dose. Vous vous souvenez? 2 doses et ça repart. Ah là, on approche du 15 janvier. Avant, c'était un mars et ça repart, la pub. Maintenant, c'est hop, un vaccin et ça repart. Une double dose et ça repart. Paf, la liberté, wouh! Puis après, ça a été 3 doses et ça repart. Et maintenant, on vous dit, ouais, bon, alors la 3e dose, vous comprenez, c'est pas génial, mais bon. Et puis maintenant, on vous dit peut-être la 4e. Combien de temps il va tenir l'électorat macroniste à ce rythme-là? Parce que soit il est un minimum intelligent, ce que je veux bien lui prêter par postulat et rien d'autre, soit effectivement il est vraiment complètement con, et dans ces cas-là on ne peut rien faire pour lui. Mais si il est un minimum intelligent, il va quand même se dire à un moment donné qu'il faut qu'il y ait une limite. Le principe quand même, c'est qu'il faut bien qu'il y ait des limites, c'est ce qui fixe l'état de droit, c'est la limite. Alors aujourd'hui il est spécialement fier de présenter son pass sanitaire, sous réserve qu'il n'ait pas fait un faux. Je me méfie toujours des donneurs de leçons, moi, hein. Mais il m'a fait un faux. Il est spécialement fier de présenter son passe vaccinal et il discrimine machin. Mais quand demain on va venir lui dire, dis donc Choupinet, le tabac, tu fumes combien de paquets par jour? Je vais dire ce que je disais tout à l'heure. T'es vraiment aussi bon citoyen que ça? Parce qu'aujourd'hui, l'électeur de la majorité, il se sent fort, c'est un bon citoyen, parce qu'il a son chef, son leader suprême, son gourou, son Dieu, qui lui a dit, écoute, t'es un bon gars, toi. Il est venu, il a tapoté sur l'épaule en disant, bon gars. Ah, tu dis, putain. Il lave plus sa veste, parce qu'il est effectivement, voilà, il a reçu la main du président sur sa veste, et donc, il dit, je suis un bon gars. Hein. Il a le portrait d'Emmanuel Macron dans sa chambre, et tous les soirs, il se fait des incantations à Emmanuel. Mais la vérité, c'est qu'il oublie une chose, c'est qu'Emmanuel, finalement, va juste l'entourlouper comme il a entourloupé tout le monde jusqu'ici. Parce qu'il est fait pour ça. Alors après, s'il y a des victimes consentantes, c'est eux que ça concerne. Mais je veux dire, de grâce. Je veux dire, si vous êtes s'ils sont un minimum intelligents, ils doivent se rendre compte que ce qu'on est en train de mettre en cause, c'est tout le système. Parce qu'il y a un autre paramètre, que je termine là-dessus, c'est que l'électeur macroniste, il oublie un détail. C'est qu'il a quand même 35% ou 40% de prélèvements sociaux,
un des plus importants au monde, et que ça, il va les garder quand même, que depuis 5 ans, 6 ans, l'électeur macroniste, il est content comme tout, il est content de son chef, il s'est fait entuber parce que concrètement, on a une augmentation des charges sociales avec une diminution des lits de réanimation et d'hospitalisation, mais c'est pas grave. Mais jusqu'où ce sera pas grave? Jusqu'au moment où sa mère sera plus prise en charge par le SAMU, parce que concrètement, il n'y aura plus de SAMU du tout. Les urgences qui ferment, c'est à cause des non-vaccinés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on focalise les choses. Et alors, où ces gens sont stupides, et c'est une possibilité à laquelle je serais volontiers tenté de souscrire, soit ils sont intelligents et aveuglés. Alors justement, deuxième événement de la semaine, vous m'avez donc là aussi tendu la perche, c'est bien sûr les propos polémiques d'Emmanuel Macron qui a déclaré en plein milieu de la semaine, je le cite, « Nous mettons une pression sur les non-vaccinés en limitant pour eux autant que possible l'accès aux activités de la vie sociale. D'ailleurs, la quasi-totalité des gens, plus de 90% y ont adhéré. C'est une toute petite minorité qui est réfractaire. Celle-là, comment on l'a réduit? On l'a réduit, pardon de le dire, je le cite, comme ça, en l'emmerdant encore davantage. Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder et donc on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça la stratégie. » Comment vous avez réagi, Maître Divisio, à brûle pour point lorsque vous avez lu ou entendu ces déclarations? Vous avez dû sursauter sur votre siège. Enfin, un peu plus que d'habitude. Non, je lui ai dit, non, j'ai dit, je comprends, je vais immédiatement aller me faire vacciner. Vous êtes senti emmerdé ou pas? Non, moi, emmerdé par Macron? Ah oui, ça qui m'emmerde, ça c'est certain. Ça fait 5 ans qu'il m'emmerde, ça on est bien d'accord. Mais lui, vous l'emmerdez peut-être un peu en retour, si je sais. Je l'espère. Moins qu'il m'emmerde, je pense. Je veux dire, ça fait 5 ans qu'il m'emmerde avec ses discours à l'emporte-pièce. Ça fait 5 ans qu'il m'emmerde avec ses pensées printemps. Ça fait 5 ans qu'il m'emmerde avec ses copinages. Ça fait 5 ans qu'il m'emmerde avec sa République bananière. Ça fait 5 ans qu'il m'emmerde. Oui, mais il a été élu. Non, attendez. Ça fait 5 ans qu'il m'emmerde avec ses réductions de services publics. Ça fait 5 ans qu'il m'emmerde avec ses paroles complètement insensées. Ça fait 5 ans qu'il m'emmerde à vouloir absolument vendre la France à toute l'industrie privée. Oui, ça fait 5 ans qu'il m'emmerde. Alors je vais vous dire que ce qu'il vous ait dit un soir, parce que ça lui prend comme une envie de pisser, de venir dire qu'il va venir m'emmerder, mais ça fait 5 ans qu'il m'emmerde. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus? Qu'il m'empêche d'aller au restaurant? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Non mais le type, là, le mec, il est président de la République, et là, il dit, pour te vacciner, je vais t'emmerder. Ah ouais? Comment? Je vais t'empêcher d'aller au restaurant. Enfin, j'y vais plus déjà depuis le mois d'août quand même, chérie, mais c'est pas grave. Hein. Et tu penses que c'est à moi que tu vas emmerder? Alors, je vais vous raconter un truc. À la manif, j'ai vu Christophe Chira, qui est donc président d'un syndicat. Donc la manif hier. Collectif des pendus, restaurateurs. Il dit que là, les restaurateurs, allez sur les groupes Facebook des restaurateurs. Les types, ils chialent. Ils chialent. Quand je vous dis qu'ils chialent, ils m'expliquaient qu'effectivement, ils sont par terre, je veux dire, en train de pleurer et en train de compter les sous, en train de compter les centimes. Parce qu'ils ont plus un rond, parce que c'est vide leur resto. C'est facile de venir faire le kéké à la télé en disant mauvais citoyen. Mais quand le mauvais citoyen, il a arrêté de consommer au resto, il a assumé ses propos. Hein, il a qu'à les assumer. Il a qu'à faire payer les 10%. Moi, je suggère aux restaurateurs qui contrôlent le pass et qui applaudissent des deux mains, qui se soumettent d'une façon ou d'une autre, de venir... Ils sont obligés en même temps. Non, mais ils sont obligés. C'est bon, hein. C'est bon. Hein. Ils sont obligés, on me l'a déjà fait. Mais ils risquent des ennuis. Non, attendez, ils risquent des ennuis. Je veux dire, il paraît qu'effectivement, on vend comme modèle Rosa Parks. C'est qui ça, Rosa Parks, hein? Je veux dire, je suis désolé. On vend comme modèle. Il paraît que De Gaulle était un résistant. Qu'est-ce que c'est que ce pays dans lequel on vante des gens qui étaient jadis des délinquants, comme aujourd'hui des résistants? Mais vous appelez à la résistance, alors? C'est-à-dire à ne pas obéir aux lois? Moi, j'appelle à ce que chacun prenne ses responsabilités. J'appelle à savoir, juste, si concrètement... Non, ne cherchez pas à me faire dire ce que je ne peux pas dire, ça ne marchera pas. Cherchez pas à venir faire de moi un fauteur de troubles, ça ne marchera pas. Moi, je cherchais un, je vous donne la parole comme vous la prenez. Je vous vois venir. Je n'appellerai pas à l'insurrection, jamais. Ce serait illégal d'abord. Avant-hier, sur le plateau de TPMP, il s'est passé un truc intéressant. J'avais en face de moi Antonio, gilet jaune, à propos des manifs, qui disait « Ouais, il faut casser, il faut aller à la manif et casser ». Moi, je me suis inscrit en faux immédiatement. Je dis « Jamais. Jamais. La violence ne sera jamais... » Mais vous ne pouvez pas dire, alors à ce moment-là, les restaurateurs qui appliquent le pass sanitaire avec le contrôle, on ne peut pas leur en vouloir trop, les pauvres. Je leur en veux pas, je m'en fous, tant pis pour eux. Non, mais vous avez l'air de dire excusez-moi, il ferait mieux de réagir un petit peu. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire à part peut-être manifester, comme vous le dites, et si on ne les entend pas... Tiens, c'est pas bête, ça, manifester.
Mais oui, Vous mais en avez vu regardez, beaucoup de est-ce qu'on vous entend plus? Excusez-moi, est-ce que vous avez vu beaucoup de manifestations de restaurateurs? Ah, pas tellement, effectivement, je suis d'accord. Votre silence en dit long, pas tellement. Bien, maintenant, autre chose. Les entendre, on pourrait les entendre. Et qu'est-ce qui se passe si jamais, collectivement, ils désobéissaient? Il se passerait quoi? Vous vous souvenez de RESF, Réseau Éducation Sans Frontières? Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a eu une loi, je ne sais plus quand, il y a quelques années, où il y avait un projet qui était, qu'on me pardonne si mes propos sont approximatifs, mais qui était de venir chercher les gamins à l'école en situation régulière pour les renvoyer chez eux, quoi, pour dans l'avion et les renvoyer chez eux. Ça fait un scandale sans nom. Et qu'est-ce qu'avaient dit les profs? RESF avait dit, on n'obéira pas. On n'obéira pas. On n'obéira pas. Et ces types-là étaient des héros. On les a considérés comme des héros. Je veux dire, quand effectivement, on a dit, quand José Bové est venu détruire le McDo. Ah, mais là, on va dire que vous appelez à désobéir, excusez-moi. C'est pas moi qui non, mais moi, d'abord, moi, je n'appelle rien, j'appelle personne à rien. Si, j'appelle les gens à adhérer, des gens qui ne seraient pas satisfaits, deux choses. Les gens qui ne seraient pas satisfaits du pouvoir actuel, d'en changer, ça s'appelle les élections. Ensuite, d'exercer les libertés fondamentales. Donc de voter, déjà. De voter. Ensuite, les élections, en fait, les libertés fondamentales. Et de voter plutôt Mélenchon, à vous entendre. Qui il veut, je m'en fous, j'ai pas à dire pour qui il vote, moi. Le fait est que c'est le gouvernement qui dit ce qu'il faut faire. Moi, je suis pas un tyran. Hein. Deuxième élément, exercer les libertés fondamentales, comme celle de manifester. C'est une liberté fondamentale, c'est un droit fondamental. Si vous ne l'exercez pas, il se périme. C'est ce qui se passe dans ce pays où on surconsomme. Ce qui est périmé, on le balance à la poubelle. Donc, les droits qu'on ne consomme pas, on les balance à la poubelle. Et vous trouvez qu'on ne manifeste pas suffisamment? Je trouve qu'il y a quand même une vraie difficulté, c'est que s'il y a des gens qui sont pénalisés par ces mesures, on ne les entend pas beaucoup, c'est tout. Mais, troisième élément, moi j'organise une résistance, j'organise une résistance, clairement, j'assume, j'organise une résistance, je l'ai dit sur TPMP, j'organise une résistance, clairement, au travers de véritablement, maintenant je mets en place, véritablement un réseau participatif dans lequel on va construire vraiment, mais vraiment cette fois, on s'est donné les moyens de le faire, une véritable économie distincte, une économie complètement parallèle. Alors ça peut faire sourire, mais souriez pas trop les uns et les autres parce que vous allez voir que ce truc-là est véritablement, d'abord ça existe déjà ailleurs, et que c'est exactement le modèle de société où on a confondu la société avec l'État, ce qui est une grave erreur. On n'a pas besoin de l'État pour créer une société. C'est vraiment complètement clair. Et donc, si vous voulez, ce que je veux dire à propos de Emmanuel Macron... Oui, sur les propos, j'aimerais... Ça vous a choqué déjà le vocabulaire qu'il a employé? Puis ça en dit quoi de la politique vaccinale du gouvernement? Non, mais si vous voulez... Non, ça, sur la forme, pas plus que ça. Ça ne vous a pas plus choqué que ça? Qu'un président dise ça? Mais si vous voulez, je trouve que... Je vais vous dire un truc. J'ai l'habitude de dire les tyrans, je ne discute pas avec eux, j'avais dit ici d'ailleurs la semaine dernière, tyrans, je ne discute pas avec eux, je les combats. Eh bien, peut-être qu'il faut se taire et combattre. Donc je ne vais pas faire l'honneur à M. Emmanuel Macron. J'ai déjà dit ce que j'en pensais sur TPMP, où j'avais dit qu'effectivement, c'était tout à fait réciproque, que s'il m'emmerdait, je l'emmerde aussi, qu'il soit bien acté que je l'emmerde, clairement, et qu'une bonne partie des Français l'emmerdent, et que puisqu'Emmanuel Macron a décidé de faire sécession, et que je ne sois plus citoyen, il faudra qu'il assume. Moi, je n'appelle à aucune, et je pourrais le répéter 200 fois, mais ce serait trop long, forme de résistance insurrectionnelle, quelle qu'en soit la forme. Je considère que ceux qui veulent appliquer le pass l'appliquent, ça ne pose aucune difficulté, que ceux qui veulent se faire vacciner se font vacciner, ça ne pose aucune difficulté, que ceux qui effectivement sont favorables aux mesures ainsi prises par Emmanuel Macron, eh ben ça ne pose aucune difficulté, mais mon droit à moi, ça n'est pas de m'insurger, mais c'est celui de construire quelque chose en parallèle. Que moi, si vous voulez, moi, clairement, d'abord, c'est encore une discrimination par l'argent. Je l'ai dit ici, je le répète, au sens où ce passe vaccinal n'a absolument... Il ne me forcera pas à me faire vacciner, M. Macron. Ce qu'il faut qu'il comprenne, c'est qu'il peut me priver de tout ce qu'il veut, que j'ai suffi... C'est Éric Zemmour qui avait dit que finalement ce passe vaccinal, je n'ai pas tout de suite compris pourquoi, il avait dit que ce passe vaccinal était finalement, en gros, une discrimination par l'argent, pour faire simple, de classe. Mais évidemment, je veux dire, évidemment, il a complètement raison. Parce que quand vous avez de l'argent, vous faites ce que vous voulez.
Et je veux bien voir si ses copains du CAC 40, si ses potes, ils sont vaccinés. D'ailleurs, si vous remarquez, c'est un truc intéressant, ça tient. Je vous une parenthèse, je la referme. On s'intéresse aux fesses de tout le monde. On s'intéresse à savoir quelle est la couleur de la seringue qui a injecté vos fesses, sauf celle des patrons du CAC 40. Est-ce que vous connaissez une fois Michel-Édouard Leclerc? Est-ce qu'on lui a posé la question de savoir Alors, s'il lui était a dit en vacciné? tout cas qu'il n'ouvrirait plus les portes de. Si vous voulez. Mais est-ce ce qu'on lui a magasin, posé la question de savoir s'il était vacciné? Personne ne lui a demandé. On va vous dire secret médical. Oui, alors c'est intéressant ça. Parce qu'en tout cas, personne ne lui a demandé. Je n'entends pas ici de tribunes, de grands chefs d'entreprise venir effectivement défendre la vaccination et notamment défendre la nécessité de se faire vacciner. C'est curieux, ces artistes, par ailleurs, à qui on ne demande pas tellement non plus s'ils sont vaccinés ou pas. Parce que Patrick Bruel qui fait le kéké, je veux bien. Mais concrètement, on ne lui a pas demandé. Donc vous voyez que c'est assez amusant quand même. Parce que je veux bien voir, si demain matin Bernard Arnault n'a pas du tout envie de se faire vacciner, pour le coup, qu'est-ce qu'on va faire? Si Michel-Édouard Leclerc ne veut pas se faire vacciner, vous pensez que le pass vaccinal va l'affecter d'une manière ou d'une autre, lui? Raisonnablement. Vous pensez que le pass vaccinal pourrait affecter en quoi que ce soit quelqu'un qui a une fortune telle que Michel-Édouard Leclerc? Mais bien sûr que Ça veut non. dire qu'il pourrait se passer des clients Mais non bien vaccinés sûr, qui non. n'auraient plus le droit. Mais non, d'accéder. parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, il va se passer des clients vaccinés et il va leur offrir une offre de non vaccinés pour faire un peu de pub, voilà. Et à côté de ça, il va effectivement ouvrir une section Internet et il va encourager, à coup de renfort de communication, les citoyens au demeurant non vaccinés à venir sur Internet, il va mettre en place des services de livraison, il va s'adapter. Donc il n'y a aucune inquiétude pour lui. Tandis que sur le plan personnel, vous voudriez faire quoi? Empêcher Michel-Édouard Leclerc d'aller à l'hôpital? Vraiment? Vous voudriez empêcher Michel-Édouard Leclerc d'aller dans un restaurant? Vraiment? Au vu de sa réaction, on peut penser légitimement Vous voudriez que empêcher raisonnablement il est Michel-Édouard vacciné. Leclerc, vous voudriez empêcher les enfants ou petits-enfants de Michel-Édouard Leclerc d'aller au tennis? C'est pas grave, il achètera le cours en entier. S'il le faut, il achètera Roland-Garros. Voilà comment on en arrive effectivement à une discrimination. Parce que vous pensez que dans les clubs très huppés parisiens, on va venir vous demander le pass vaccinal? Ou vous pensez qu'effectivement, quand vous payez 100 000 ou 200 000 ou 300 000 euros l'adhésion à l'année, on va venir vous demander le pass vaccinal? Mais que diable? Enfin, franchement. Donc, Alors, Emmanuel Macron, il n'a pas dit seulement qu'il allait les emmerder, il a également dit, à l'appui donc, de son propos contre les non-vaccinés, qu'en démocratie, je le cite, le pire ennemi, c'est le mensonge et la bêtise. Autrement dit, pour ceux qui n'auraient pas compris Mais le je suis sous-texte, les d'accord. non-vaccinés sont victimes ou seraient victimes de mensonges et accessoirement non, non. C'est bien la première fois depuis 5 ans que je suis d'accord avec lui. Saluons ce propos. Saluons-le. Monsieur Macron, je vous félicite, je suis d'accord. Et je suis sûr que si on fait un sondage, vous êtes 100% de Français qui sont d'accord. Le pire ennemi dans la démocratie, c'est le mensonge. C'est ça qu'il a dit. Le mensonge. Il parlait de lui, là. Donc le pire ennemi de la démocratie, c'est lui-même. Le pire ennemi de la démocratie, c'est ce gouvernement lui-même. Le pire ennemi de la démocratie, c'est celui qui ment comme un arracheur de dents depuis 1 an. C'est celui qui ment sur les qualités de la vaccination. Considérer qu'on vit une époque de mensonge d'État. Mais enfin, je veux dire, on a même un ministre mis en examen pour ça. Je veux dire, enfin, le coup des masques. Il faut revenir quand même au départ. Je veux dire, quand on a eu des masques, il était irresponsable de ne pas en avoir. Oui, puisque c'est même vous qui êtes à l'origine de Non, cette mais mise en absolument, examen. mais Vous parlez d'Agnès Buzyn. il était irresponsable de ne pas en avoir quand on n'en avait pas. Il était responsable. Quand on n'en avait pas, eh bien, mon Dieu, on n'avait pas besoin. Le gouvernement, à grands cris, de vous expliquer que surtout, il ne faut pas en mettre, bien sûr. Et ensuite, quand on en a eu, il était irresponsable de ne pas en mettre. Donc c'est quand je veux, si je veux, où je veux. Eh bien, encore une fois, pardonnez-moi de citer Tocqueville, mais Tocqueville a une expression en la matière que je trouve absolument incroyable sur la dictature de la majorité. Lorsqu'un homme ou un parti souffre d'une injustice aux États-Unis, à qui voulez-vous qu'il s'adresse? À l'opinion publique. C'est elle qui forme la majorité. Au corps législatif, il représente la majorité et lui obéit aveuglément. Au pouvoir exécutif, il est nommé par la majorité. À la force publique, elle n'est autre chose que la majorité sous les armes. De ce fait, quelque inique ou déraisonnable que soit la mesure qui vous frappe, il faut donc vous y soumettre. Ça, c'est la définition de la tyrannie. C'est pas moi, hein. C'est Tocqueville. C'est la définition de la tyrannie. Et donc, aujourd'hui, Emmanuel Macron nous a clairement dit que tu fermes ta gueule et tu te soumets.
Tu la fermes et tu te soumets. Et si tu ne te soumets pas, je vais te pourrir la vie. Avec un autre élément qui est intéressant, effectivement, chez Tocqueville, ce qu'il appelle le despotisme subtil. Écoutez bien, et toute coïncidence avec des faits actuels est évidemment pure coïncidence, précisément. Inscrit au cœur de la démocratie. Le maître n'y dit plus « vous penserez comme moi ou vous mourrez ». Il dit « vous êtes libre de ne point penser comme moi. Votre vie vaut bien, tout vous reste. Mais de ce jour, vous êtes un étranger parmi nous. Vous garderez vos privilèges à la cité, mais ils vous deviendront inutiles. Quand vous vous approcherez de vos semblables, écoutez bien la suite. Ils vous fuiront comme un être impur. Je répète, quand vous vous approcherez de vos semblables, ils vous fuiront comme un être impur. Qu'on vienne m'expliquer que c'est pas ce qu'on vit. À tous les abrutis qui, quand on dit on est en tyrannie, vous expliquent que ouais, mais on n'est pas en Corée du Nord, hein. Va voir en Afghanistan ce que c'est que la tyrannie. Eh bien, ces mecs, zéro culture. Généralement, c'est paradoxalement les électeurs de Macron. Donc, à la question, est-ce qu'ils sont cons? Bref, je crois qu'on a la réponse à la question. Ils n'ont même pas lu le plus grand des penseurs de la tyrannie, qui est Tocqueville. Maître Divisio, on va arriver à la dernière partie de l'émission. Oui, déjà, ça passe vraiment vite. On va parler de la manifestation, plutôt des manifestations qui ont eu lieu hier dans la plupart des grandes villes de France. Elles ont été organisées à la suite de l'appel notamment de Florian Philippot, de vous aussi bien sûr, qui est tous les samedis dans la rue depuis plus d'un an. Les cortèges ont rassemblé donc plusieurs milliers de personnes dans chaque ville. On peut penser que la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, alors même que le gouvernement avait assuré que ce ne serait jamais le cas, on le rappelle, pourrait être un déclic pour la formation d'un mouvement. Danger pour la démocratie? C'est ça qu'il a dit? Oui, ça ressemblait. Ça ressemblait à ça. Ça ressemblait à ça. Je me suis trompé. Je voulais juste me dire. Qui a dit ça déjà? D'accord, c'est ça. Mais moi, je ne sais plus. D'abord, Maître Divisio, la mobilisation d'hier, est-ce qu'elle était à la hauteur de vos attentes, notamment en termes de nombre de manifestants? Je me demande quand même. Qui a dit ça? Que le mensonge était un danger pour la démocratie? Ça devait être peut-être un président de la Ve République. Ouais. Il avait le pass sanitaire pour les grands rassemblements et uniquement, c'est ça. Hein. Jamais pour la vie quotidienne. Le pass sanitaire n'est pas un pass vaccinal, c'est ce qu'il avait dit. Alors, la manifestation. Attends, j'ai des problèmes de mémoire. Des fois, j'ai des problèmes de mémoire et donc je fais un effort. C'est important de se souvenir. Il avait dit aussi, moi, l'obligation vaccinale, je crois en la science, jamais ça. C'est lui, hein. Et c'est pas le même qu'a dit le mensonge, c'est le pire ennemi en démocratie. Rassurez-moi, c'est pas le même. Il va dire que les connaissances scientifiques n'étaient pas les mêmes, peut-être. Il est copain de Martin Blachier. Il a un dédoublement de personnalité. Il y a le Macron des bons jours et le Macron des mauvais jours. Ça doit être ça. Oui, alors la manif. Bref, la manif. Moi, je m'attendais à rien, d'abord. Moi, je suis invité dans ces manifestations. C'est la première des réalités. Cette manifestation, elle est organisée par Florian Philippot. Et ici, c'était l'Union Sacrée, au travers des partis qui ont souhaité rassembler. Alors, l'Union Sacrée, ce n'est pas un truc très français. Marine Le Pen avait défendu à ses partisans d'être là, pour faire simple. Mélenchon n'a pas souhaité envoyer de monde, on ne va quand même pas mettre Mélenchon et Philippot dans la même pièce, ça pourrait finir en bonne sang. Et puis bien sûr, les petites querelles partisanes, c'est bien au-dessus du fait qu'on est en danger majeur sur le plan des libertés publiques. Bon, c'est pas grave. Cette manifestation, écoutez, moi j'y ai d'abord vu de la joie et de la bonne humeur. Vous vous rendez compte ? De la joie et de la bonne humeur. J'y ai vu des gens chanter, j'y ai vu des gens danser, j'y ai vu des gens heureux, des gens qui sont en proie, en passe de tout perdre et qui néanmoins sont heureux, des visages lumineux, sous la pluie battante, ils étaient là, d'abord pour dire, comme pour dire au monde qu'ils étaient finalement ce soleil dans cette ténèbre et dans cette pluie ténébreuse qui s'abattait sur eux, ils étaient ce soleil de la démocratie, ils étaient cette lumière de cet état de droit, et qu'ils n'avaient que faire des emmerdes d'Emmanuel Macron, ils n'avaient que faire
des propos ici et là d'un président menteur, eux demeuraient constants, alors qu'un président changeait, alors que tout le monde change, eux demeurent constants avec un attachement absolument viscéral à une devise périmée néanmoins qu'ils veulent faire revivre, liberté, égalité, fraternité. Dans cette manifestation, ce qu'on y a célébré, c'est la liberté, qui n'est pas l'antinomie de l'irresponsabilité, de la responsabilité. On y a célébré l'égalité. Il n'y avait pas de sifflement des vaccinés. Il y avait même des vaccinés, des triples doses dans cette manifestation. J'en ai moi-même rencontré. Et il y avait effectivement cette fraternité avec précisément ces vaccinés qui venaient dire non, je refuse. Il y a eu dans ces manifestations, sinon dans celle-là, dans les autres, des gens qui ont déchiré leur passe sanitaire, quoique vaccinés, qui ont déchiré leur certificat de vaccination, acceptant ou revendiquant. On rappelle qu'on peut être pro-vax et anti-pass sanitaire, anti-pass vaccinal. On est effectivement surtout d'abord unis par une même destinée, qui est la destinée de la liberté. Non, Emmanuel Macron a tort. Une nation se construit d'abord par ses droits avant ses devoirs. Alors, il y a notamment Éric Zemmour, on l'a vu, lui, il ne veut surtout pas que la thématique du Covid-19 revienne au premier plan. Pour lui, le Covid-19, c'est une diversion du gouvernement pour ne pas parler des véritables thématiques que sont, selon lui, l'immigration, l'identité, l'insécurité. Vous comprenez cette position? Mais vous vous rendez compte un peu de comment on peut être à côté de la plaque complètement? Je veux dire, quelle est la... Éric Zemmour. Pardon, mais comment est-ce qu'Éric Zemmour peut dire ça? Éric Zemmour, son problème, je vais vous dire quel est le problème d'Éric Zemmour. J'ai encore me fâché avec la moitié de la population, mais c'est pas grave, 50-50, donc pourquoi moi j'aurais pas aussi finalement... Ah non, il est crédité de 12, donc... Bon, ça va alors, mais 50... Oui, ça va. Dernier sondage. Donc, ça va. Comment... En fait, Éric Zemmour, je vais vous dire pourquoi il dit ça. Parce que c'est un opportuniste politique. Parce que finalement, Éric Zemmour, il a une partie de son électorat qui est favorable au pass sanitaire et au pass vaccinal. Tous ceux qui viennent des Républicains. Et donc, il ne veut pas les froisser. Et pour pas les froisser... vrai, dans le sondage, on le voit, les Républicains sont plutôt favorables. Absolument. Et donc, qu'est-ce qu'il veut faire? Il esquive le débat. On n'en parle plus. Si on n'en parle pas, ça n'existe pas. Les vraies thématiques que sont l'immigration, l'insécurité, et je ne sais plus quoi... Bien. Bah, il parle de défense de la civilisation. Excusez-moi, mais Éric Zemmour, il vit dans quel monde? Ça m'intéresse. Il vit dans le même pays que moi. Il vit dans un pays où vous avez des soignants qui ont été suspendus et qui n'ont plus un rond. Il vit dans ce monde-là où c'est pas sûr. Il vit dans un monde où, je vous l'ai dit tout à l'heure, le restaurateur tire la langue parce qu'on leur impose, effectivement, blague à part, on leur impose des contraintes pour vivre et c'est ces contraintes qui les tuent. Est-ce que Éric Zemmour vit dans un monde dans lequel on a un état d'endettement à cause du quoi qu'il en coûte qui va mettre des gens sur la paille et les ruiner à jamais? Est-ce qu'Éric Zemmour vit dans un monde dans lequel on n'a plus de lits de réanimation, on a perdu 16% d'hospitalisation en l'espace de même pas 10 ans? Est-ce que Éric Zemmour vit dans un monde dans lequel on a un nombre de lits de réanimation inférieur à celui du Gabon? Est-ce qu'Éric Zemmour vit dans ce monde-là? Et est-ce qu'Éric Zemmour se présente à la présidence de ce pays-là? Ou est-ce qu'Éric Zemmour n'est finalement que le second couteau de Marine Le Pen? C'est une question intéressante. Il vient, je veux dire, si vous voulez, à un moment donné, si c'est pour voter pour une copie, autant voter pour l'original. Éric Zemmour passe ici pour un faussaire. C'est un faussaire qui vient s'insérer dans les thématiques de Marine Le Pen, facile au demeurant, de l'immigré responsable de tout, de la civilisation en danger, mais bien sûr qu'elle est en danger, la civilisation, mais certainement pas à la façon dont Éric Zemmour le croit. Elle est en danger parce que précisément 50% des Français se sentent en danger aux côtés des autres de manière totalement erronée. Elle est en danger parce que ce qu'a fondé la civilisation française, c'est la générosité et la solidarité, y compris à l'égard de l'étranger, et qu'elle est aujourd'hui en danger parce que vous avez une majorité qui voudrait qu'une minorité paye les soins. Elle est en danger parce qu'on a érigé, et Tocqueville décidément est étranger à beaucoup de monde, le mensonge en règle de gouvernement. Mais dans quel monde, diable, vit Éric Zemmour? Eh ben, c'est intéressant parce que ça amènera donc à la conclusion et à la question finale. J'avais envie de vous demander, Maître Divisio, dans 30, 40, 50 ans, ou même un siècle, comment est-ce que vous pensez qu'on parlera de cette époque, le regard qu'auront les historiens sur nos dirigeants d'aujourd'hui? J'aimerais pouvoir vous dire que nous saluerons les résistants, enfin appelons-les comme on veut, ces gens qui se battent pour la liberté. J'aimerais pouvoir en être sûr. Et vous savez,
La tyrannie, c'est toujours plus facile à installer qu'à désinstaller. Et ce serait une erreur de croire qu'une tyrannie, on en a pour 10 ans ou pour 20 ans. Lorsqu'elle s'installe à bas bruit, je le redis, j'ai déjà donné cet exemple ici ou ailleurs, tout ça me fait penser, ce qu'on vit en ce moment, à un cancer. Il y a quelque chose d'assez terrible dans le cancer, si vous y regardez. C'est pour ça que les bilans réguliers sont importants. D'ailleurs, parce que, au fond, et la prévention est importante, parce que, vous savez, tout va bien, c'est cette petite douleur qui vous gêne. Vous savez, les médecins, ça m'a beaucoup frappé. Il y a quelques années, un de mes très bons amis qui est médecin, qui est mon médecin, m'a dit ah, je me méfie toujours. Moi, les douleurs aiguës qui arrivent, un truc paf qui arrive, et une douleur aiguë, faut se méfier, bien sûr. Il dit mais ça m'inquiète toujours moins parce qu'il y a toujours une réponse. Il se passe toujours un truc, il y a une réponse. Il dit, ce qui m'inquiète plus, c'est la douleur à bas bruit, qui évolue sans trop faire de bruit depuis 6 mois, depuis 1 an. Vous avez mal depuis combien de temps, monsieur? Oh, pas longtemps, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois, 8 mois, qui traîne une douleur avec un petit facteur de risque. Avec un facteur de risque du tabagisme, un âge, ce que vous voulez, parfois ajouter, cumuler. Et là, c'est dangereux, parce que du coup, quand on fait un scanner, souvent, parfois, on se rend compte que le cancer est déjà bien évolué, que c'est un cancer est bien évolué. Et bien c'est pareil pour la tyrannie. C'est qu'en fait, elle évolue à bas bruit, sous couvert et sous le lit de la démocratie. Elle vient presque faire le lit de la démocratie. Elle vient juste faire un lit un peu instable, écorner ça et là, les coins. Et puis finalement, elle retire doucement, 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 doucement la couette du lit de la démocratie. Et quand on s'en rend compte, eh ben, la démocratie n'a plus de lit, plus rien. En fait, elle est nue. Et quand la démocratie est nue, ben, ça s'appelle une tyrannie, et une tyrannie qui s'installe. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Il est un peu plus de 22 heures. Merci beaucoup encore une fois pour ce long entretien. Fabrice Divisio, dans Divisionnaire. Hein, les gens maintenant en ont l'habitude. Une invitation pour les gens. Je l'ai dit tout à l'heure, résister, c'est aussi adhérer. Si on est des millions, il faut maintenant le montrer. Il y a une association qui existe. Je ne suis pas un danger. Allez voir. D'abord, il y a des données. Vous allez voir, il y a des données scientifiques dessus. Donc, je ne suis pas un danger, point. Comme. Vous allez voir, il y a des données scientifiques qui sont publiées régulièrement dessus. On a embauché. Si vous avez des problèmes d'accès aux soins, écrivez-nous. On a un pool médical qui va vous aider. Si vous avez des problèmes d'accès aux droits, eh ben, écrivez-nous, on va vous aider. On va effectivement construire ce monde d'après ensemble. Et puis si vous êtes journaliste et vous avez besoin d'infos, vous pouvez même trouver des infos puisqu'il y aura demain matin donc le sondage que nous avons commandé auprès de l'IFOP. Merci beaucoup Fabrice Divisio. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine, toujours même heure, même endroit, à 21 h sur cette chaîne Divisionnaire. Très bonne semaine à tous.